Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission lancée par la Conférence des forces vives de la nation. Le processus de la décentralisation a été long à se mettre en place. Il faudra attendre 2003 pour la tenue des élections communales. 17 ans de gouvernance locale, 3 mandatures bouclées, la quatrième vient de démarrer. Au cours de cet entretien, nous ferons le bilan et relever les défis qui attendent la quatrième mandature. Et pour ce exercice, j'ai avec moi un expert en décentralisation, Ilano Franck Kenevon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs. Merci bien à vous. Alors, quand on parle de décentralisation, vous êtes l'une des personnes qui nous donne plus de précision. Alors, quel bilan peut-on faire pour les 3 premières mandatures de la décentralisation? Nous sommes déjà à 17 ans depuis 2003 à ce jour. Effectivement, depuis février 2003, le Bénin est rentré dans la phase active de la décentralisation avec l'installation des 77 conseils communaux et municipaux, lançant ainsi la première mandature de notre renouveau de la décentralisation. Alors, le bilan, c'est un bilan encourageant, mais mitigé. C'est-à-dire que pendant 15 ans, 17 ans, pour être plus précis, nous avons pu observer que la commune a commencé par occuper l'espace institutionnel dans notre pays. On compte aujourd'hui avec les collectivités territoriales. Les maires ont droit de citer dans le pays de façon progressive. Donc l'institution communale est en train de s'enraciner comme l'une des institutions de notre pays en termes de mise en œuvre des politiques publiques, en termes de promotion de la démocratie, en termes d'accompagnement du développement des territoires. Donc il y a cette institution qui existe, il y a un bon fonctionnement au niveau des organes de la commune. La commune comporte 2 organes. Il y a le conseil communal ou municipal qui est l'organe délibérant qui décide, et il y a l'organe exécutif, c'est le maire, qui est assisté de ses adjoints et de l'administration. Maintenant, au niveau infracommunal, nous avons les chefs d'arrondissement qui sont entourés de conseils et d'une petite administration. Donc, c'est les sessions, les réunions, l'administration fonctionne, le conseil fonctionne. Aujourd'hui, presque toutes les communes, les 77 communes, observent les sessions ordinaires prévues par la loi. La session budgétaire, il y a parfois quelques petits problèmes, mais tout se passe bien. Les budgets sont votés, les comptes administratifs sont envoyés à l'autorité de tutelle et il y a quand même une vie au niveau local. Les maires essayent maintenant de donner un contenu à la décentralisation et c'est par rapport au contenu, aux résultats escomptés qu'on peut dire que le bilan est mitigé. Alors, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 17 ans de vie de décentralisation dans notre pays? Ce qui a essentiellement marché, c'est il y a un cadre institutionnel au Bénin que l'État a essayé d'améliorer. Vous savez, la décentralisation au Bénin est l'une des décentralisations les plus lisibles en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi vous dites cela? Parce que nous sommes partis sur 77 circonscriptions urbaines et sous-préfectures pour arriver à 77 communes. Donc, dans d'autres pays, il y a des communes de moyen exercice, des communes de plein exercice, des communes rurales. Il y a des communes qui n'ont pas les mêmes compétences. Il n'y a pas une lisibilité. Et des communes, des mairies sont érigées dans des hangars comme bureaux d'administration. Mais au Bénin, il y a eu une sagesse de ceux qui ont conçu la décentralisation et ils ont juste érigé les sous-préfectures et les circonscriptions urbaines en communes. Donc, c'était vraiment un acte de sagesse qui a permis d'hériter de l'administration qui existait au niveau de ces circonscriptions administratives, d'hériter d'un personnel, même si ce n'est pas de bonne qualité, d'hériter d'une pratique de gestion administrative. Si on avait créé 300 communes, comme la plupart des pays
qui nous entourent, on mettrait du temps, on va tâtonner. Il y a des pays où la première mandature, l'administration n'a même pas été mise en place. Vous voyez? Donc, il y a cet exercice que le Bénin a réussi. Deuxièmement, il y a un cadre institutionnel qui accompagne les collectivités territoriales. Au Bénin, c'est vrai que nous avons perdu énormément de temps pour avoir les 12 préfectures, mais il y a une tutelle qui accompagne les communes. Et notre tutelle est bien organisée parce qu'il y a les services déconcentrés qui entourent le préfet. Vous voulez parler du ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale? Non, en fait, les préfets relèvent du ministère de la décentralisation. Mais en même temps, vous prenez un préfet, il représente le chef de l'État, le gouvernement et chacun des ministres. C'est vrai que de façon fonctionnelle, ils sont sous la tutelle du ministre de la décentralisation. Maintenant, autour du préfet, vous avez les directeurs départementaux de tous les ministères sectoriels qui travaillent avec le préfet. Et donc, cet ensemble-là accompagne les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité, de l'appui conseil. Et nous avons quand même les fonds FADEC, nous avons la PONADEC qui est en train d'être relue. Tout ce cadre-là, je crois que si on avait eu une vraie volonté politique et un vrai engagement des acteurs communaux, on aurait fait des miracles dans nos communes. Donc, aujourd'hui, on est en train de travailler à améliorer ce cadre qui est déjà enviable pour que les collectivités territoriales puissent aller plus loin. Donc, il est important de noter que nous avons des acquis en matière de décentralisation. Le Bénin fait partie des pays où les maires ne sont pas nommés, les maires sont élus. Les maires, les communes jouissent d'une certaine autonomie sur le plan organisationnel, sur le plan fonctionnel, justement par rapport à cette terminologie, sur le plan financier. Je crois qu'on doit en revenir plus en détail quand on parlera beaucoup plus de la 4e mandature et surtout des tests juridiques qui entourent cette décentralisation. Alors, qu'est-ce qui alors n'a pas marché? Là, vous parlez de tout ce qui a marché. Oui, ce qui n'a pas marché, à mon avis, c'est d'abord l'administration locale. La commune n'est pas un haut lieu de politique politicienne. Mais il s'est fait que on a transformé les conseils communaux et municipaux en des lieux de politique politicienne. Ça, c'est le premier élément. Donc, l'administration locale est d'abord et avant tout une administration de développement. Et quand on parle de développement, on transcende les clivages politiques, tout ce qui est partisan, on transcende ça. Et donc, le péché mignon de notre décentralisation pour les 3 mandatures passées, c'est donc cette politisation. Et qu'est-ce qui a favorisé cela? Bon, est-ce les cadres au niveau de ces différentes communes? Est-ce l'État au sommet? Non, je crois que ça là, c'est l'œuvre même des Béninois. Parce que d'abord, les gens viennent comme maires, comme conseillers, parce qu'ils n'ont pas d'autres débouchés politiques. Ils se rabattent sur les collectivités territoriales pour les utiliser comme des tremplins. Il y a des leaders politiques. Vous savez, avant la réforme du système partisan, c'est un individu qui contrôlait les partis politiques. Exactement. Et donc, cet individu, cette personnalité, décide de qui sera maire, décide de comment ça va se passer. Et donc, les jeux de couloir et autres se déroulent dans l'administration locale, ce qui n'a pas permis à l'administration locale de s'affirmer aux côtés de l'État pour apporter une plus-value en matière de services publics aux citoyens, services de proximité. Parce que si vous regardez l'organisation de l'État, il y a la déconcentration qui permet à l'État d'être représenté dans tout le territoire, mais il y a la décentralisation qui permet aux communautés de s'organiser pour accompagner l'État et être accompagné de l'État. Donc, c'est à ce niveau qu'on n'a pas
on était censé avoir fait de grands progrès en matière de démocratie locale, par exemple. Le Béninois aurait pu, en 17 ans, comprendre ses droits et devoirs citoyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ce n'est pas le cas. Ouais. La culture de la démocratie devrait venir des communes pour permettre une nouvelle citoyenneté plus responsable. Ça, ouais. Donc, sur ces plans-là, on n'a pas eu beaucoup de progrès. Sur le plan économique, lorsqu'on décentralise, lorsqu'on crée des collectivités territoriales, l'idée derrière, c'est de s'appuyer sur les potentialités et développer une économie locale qui va permettre... du transfert des compétences? Oui, il y a le transfert des compétences, il y a le transfert des ressources, mais il y a un travail que chaque autorité locale, chaque commune doit faire pour développer les potentialités. Si vous prenez n'importe quelle de nos communes, il y a des potentialités, il y a des opportunités, il y a des atouts qu'il faut convertir maintenant en économie locale. Ça, sur ce plan aussi, le bilan est vraiment, je voulais dire mitigé, mais c'est moins que ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les collectivités locales ont été trop attentistes vis-à-vis de l'État central? Oui, c'est vrai que dans notre mentalité, tout doit venir du gouvernement central. Alors que, à côté de nous, il y a des opportunités qu'on peut développer facilement. Il y a un confrère m'interrogeait hier sur des carrières de sable qui existent, qui peuvent renflouer les caisses de la commune, mais qu'on néglige parce qu'on se dit c'est quelques millions. Or, quelques millions ensemble, c'est ça qui fait le milliard. Exactement. Donc, il faut se dire que oui, l'État va accompagner. L'État accompagne. Je vous ai parlé des mécanismes au niveau du Fonds d'appui au développement des communes qui aujourd'hui est en train d'être huilé pour peut-être nous conduire vers des taux de transfert records de 5-10% des recettes budgétaires de l'État. Donc, il y a ce cadre-là qui existe et aussi les questions de bonne gouvernance. Les communes, parfois, se sont illustrées par la mauvaise gestion des ressources locales qui déjà sont maigres. Donc, voilà un peu ce qui n'a pas marché. Mais pour moi, il ne faut pas s'attarder sur ce qui n'a pas marché. Il faut plutôt rebondir sur ce que nous avons comme succès, comme acquis, afin d'aller plus loin. Parce qu'il y a du potentiel dans la décentralisation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut régler, beaucoup de problèmes qu'on peut régler très facilement si on arrive à trouver l'alchimie qui permet aux collectivités territoriales de promouvoir l'économie locale et de pouvoir faire des investissements. Et là, il pourra être indépendante financièrement. Oui, parce que l'autonomie locale, c'est un des enjeux de la décentralisation. Lorsque vous n'avez pas l'autonomie locale, vous ne pouvez pas faire des planifications à court, moyen et long terme. Or, le développement, c'est une vision à long terme. Et donc, si vous ne savez pas l'année N+1, quelle sera l'enveloppe budgétaire de votre commune, il vous sera difficile de faire une vraie planification. Exactement. Et donc, si vous regardez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais près de la moitié, ou sinon plus de la moitié des ressources des collectivités territoriales vient directement de l'État. Et donc, la quasi-totalité des investissements dans les communes vient de l'État. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'une entité viable doit pouvoir tout faire pour mobiliser en fonds propres la moitié de son budget, des ressources de son budget. Donc, aujourd'hui, on peut dédouaner les communes en disant que l'enveloppe qui était consacrée à des compétences qui leur ont été transférées n'a pas de façon substantielle, subséquente, transférée avec les compétences. Du coup, dans la volonté d'assumer ces compétences-là,
les budgets ont évolué plus que les ressources Est-ce qu'on locales. ne pourrait pas dire que c'est parce que l'État central a peur que ces fonds mis à disposition de ces communes soient dilapidés, qu'il y ait une malgouvernance? C'est pour cela qu'ils ont été un peu réticents en cherchant à transférer ces ressources financières. Oui, je sais que beaucoup de gouvernements hésitent à transférer les ressources aux collectivités territoriales parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. Mais il faut qu'on interroge la manière dont les communes sont auditées parce qu'il n'y a pas une institution publique au Bénin plus auditée que la commune. Ah oui. Vous prenez la commune aujourd'hui, lorsque le maire fait une dépense, le premier élément de contrôle, c'est le receveur-percepteur qui relève du ministre des Finances. Deuxièmement, la tutelle qui reçoit tout, examine et donne son approbation d'abord. La tutelle, c'est le préfet qui est entouré de tous les cadres des ministères. Le préfet que vous voyez là, il est comme un président d'un mini-gouvernement de tous les directeurs départementaux. Exactement. Et donc, eux aussi regardent. Ensuite, le ministre de la décentralisation dispose de l'inspection générale des affaires administratives qui s'entend aujourd'hui avec l'inspection générale des finances qui est au ministère des Finances pour aller faire des audits dans les communes. Il y a des communes qui reçoivent 2, 3, 4 audits par an. En plus de cela, vous avez la Cour des comptes aujourd'hui, oui, dans ses démembrements, oui, qui regarde la manière dont les ressources des communes sont gérées. Il y a aussi des partenaires qui envoient des cabinets privés pour auditer ces mêmes ressources. Il y a les citoyens qui peuvent, par pétition, réclamer des clarifications. Ce qui est rare à ce niveau-là, les pétitions, c'est oui, rare. Oui, c'est rare, mais ouais, ça a été mis en œuvre par des populations, je crois, à Lalo, dans beaucoup de communes. Donc, aujourd'hui, nous avons un dispositif qui évalue, qui contrôle la gestion des communes qu'aucune autre institution n'a au Bénin. Alors, pourquoi malgré les problèmes de tout ceci, il y a toujours pas de mal. Ça persiste. Donc, il faut que nous puissions revoir, parce que c'est vrai, hein, si vous regardez les audits FADEC, vous verrez que au fur et à mesure, les communes s'améliorent. Et ça, il faut le dire, les problèmes qui ont été soulevés, puisque les audits FADEC reviennent au niveau de chaque commune, on présente ce qui n'a pas été bien respecté et on leur demande maintenant de corriger ces insuffisances. Mais les problèmes persistent pour deux raisons, à mon avis. Lesquelles? Premièrement, il y a un besoin de ressources humaines de qualité au niveau de certaines administrations. Je sais que le ministère de la décentralisation avait envoyé des messages et ils ont fait le point. Les DAF, les directeurs, un certain nombre de directeurs stratégiques n'avaient pas le bon profil. Donc, il y a un problème de ressources. C'est une gestion approximative. Oui, si la personne n'est pas outillée ouais, pour faire le travail, elle va tâtonner, c'est clair. Donc, il faut régler ce problème-là. Mais n'ayons pas à l'esprit les problèmes de malgouvernance de 2003, 2005, 2006, parce que les communes ont considérablement évolué en matière de bonne gestion. Maintenant, il y a un débat sur la capacité d'un maire à être ordonnateur de budget, parce que ça appelle des aptitudes. Et je pense que le vrai problème, c'est la capacité de l'administration locale à accompagner le maire ordonnateur. Donc, il faut des ressources humaines de qualité. Deuxièmement, je pense que en plus des audits traditionnels, qui sont plus, parce que les audits sont a posteriori. C'est peut-être au niveau du receveur-percepteur, au niveau de la tutelle et du conseil communal ou municipal qu'on peut avoir des contrôles a priori. Il faut peut-être que ces audits-là soient
évalue également les résultats. Parce que on a vu, un confrère a partagé avec moi un cas de malgouvernance dans une commune où on est à 32% d'exécution physique, mais on est déjà à 60% de paiement, d'exécution financière. Donc, il y a ces problèmes-là. Donc, il faut voir les limites peut-être de ces audits et comment on peut renforcer ces audits. On peut déjà s'imaginer que si la société civile, si les citoyens étaient au courant, surtout des procédures et des dépenses publiques au niveau communal, ils peuvent être aussi des observateurs avertis parce que aujourd'hui, nous devons fonctionner avec le citoyen comme le bailleur du service public et le destinataire du service public. Parce que, quelle que soit l'origine de l'argent public qu'on dépense, c'est l'argent du contribuable, du citoyen béninois. Donc, c'est son argent que les communes utilisent. Il y a un droit de regard qu'on peut améliorer au niveau des citoyens. Alors, M. Franck Kenevo, on en est là quand la 4e mandature s'est installée. Je crois que c'était en mai dernier. Dans quel contexte avons-nous organisé ces élections? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une certaine maturité en matière de décentralisation dans notre pays, le Bénin? Oui, je pense qu'aujourd'hui, 17 ans, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Les communes béninoises, on peut les traiter comme des communes en pleine maturité et on peut attendre légitimement que cette mandature-là règle les problèmes de promotion de l'économie locale, règle les problèmes de gouvernance démocratique. Et ça, c'est légitime. Nous avons fait, d'abord, le contexte actuel est l'un des contextes les plus favorables. Et pourquoi vous pensez que c'est un contexte favorable, M. Kenevo? C'est un contexte favorable parce que nous sommes en pleine relecture de la politique nationale de décentralisation, la PONADEC, qui est le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation pour l'État, pour les partenaires, pour la société, pour tout le monde. Donc, c'est le gouvernement qui donne les grandes orientations de notre politique de décentralisation avec la participation des acteurs. Donc ça, c'est en train d'être fait aujourd'hui. Et donc ce processus-là mérite d'être salué. Et ça vient à point nommé parce que dans les semaines, dans les mois à venir, la 4e mandature va être dotée d'une politique dans l'air du temps. Donc cette politique-là pourra prendre en compte, par exemple, les enjeux des ODD, l'agenda 2030. Vous n'êtes pas sans savoir que près de 60 ou plus de 60% des cibles priorisées par le Bénin dans le cadre des ODD relèvent des collectivités territoriales. Donc il faut une implication des collectivités territoriales pour que le Bénin puisse conserver le rang qu'il occupe déjà au niveau de l'Afrique en matière de mise en œuvre des ODD et que les résultats soient là. Donc, non seulement il y a l'agenda 2030 qui est dans sa phase, dans sa vitesse de croisière, mais il y a aussi des ressources, d'énormes ressources qu'on peut aller chercher dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 parce que c'est un programme mondial. Et il faut chercher ces ressources-là où? Non, c'est un programme qui a prévu des ressources. Et il y a des fonds verts, des fonds climat. C'est vrai qu'au niveau de ces fonds aujourd'hui, c'est les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maghreb qui arrivent à décrocher ces ressources. Mais il faut que les communes béninoises s'organisent aussi pour décrocher ces ressources. Je sais qu'au niveau de la NCB, il y a des boîtes à outils qui ont été développées pour permettre aux communes, effectivement, d'aller chercher ces fonds-là. Donc, il y a déjà une plus-value par rapport à la précédente mandature. Ensuite, vous regardez,
nous sommes en train de relire le cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale, dont la décentralisation est un pas important. Donc, il y a aujourd'hui la possibilité pour les maires de s'organiser pour tirer leçon de ce qui n'a pas fonctionné au niveau des tests lors des précédentes mandatures pour améliorer les tests. Parce que si nous avons une politique donnée, il faut des tests pour permettre la mise en œuvre de cette politique. Donc, tout ça là est en train d'être fait au moment où cette mandature s'installe, une mandature de 6 ans. Ouais, 6 ans, ils ont 6 ans cette mandature. Ouais. Habituellement, c'est 5 ans, ans. mais pour les besoins des élections générales de 2026, de 2026, ouais. Ils ont un mandat de 6 ans. Et donc, nous sommes dans un contexte très favorable. Et ce contexte-là est d'autant plus favorable que le gouvernement mobilise beaucoup de ressources dans le secteur du développement local. Si vous prenez asphaltage vient régler les problèmes de mobilité urbaine. Si vous prenez le Grand Nokoué, c'est exactement la gestion des ordures et autres. Qui était un véritable obstacle dans ces différentes collectivités territoriales. Un problème au niveau des communes que le gouvernement est en train de régler. Vous avez des communes qui bénéficient de cités administratives, de logements sociaux. Vous avez des communes aujourd'hui qui reçoivent beaucoup d'investissements publics. Et donc, ces investissements-là doivent inspirer des actions au niveau local pour permettre à une économie locale de se former. Le Bénin a aujourd'hui l'agenda spatial et des vocations économiques ont été données à des zones données. Dans ces régions, il y a des communes. Donc, le cadre aujourd'hui est propice. Et je suis sûr que si les communes arrivent à relever les défis de l'heure, le gouvernement va améliorer les ressources. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 5% de transfert des ressources. Voilà, oui. Si nous pouvons aller à 10% dans les 2 années à venir, ça va permettre au Bénin d'être totalement métamorphosé. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il y a une stabilité des finances publiques. Il y a un effort du gouvernement, malgré les conjonctures économiques avec le Nigeria, avec la pandémie. Il y a une stabilité. On voit que tous les chantiers continuent. Tout se déroule comme si le Bénin a pu contenir ces chocs extérieurs. Donc, on peut supposer qu'il y a une bonne stabilité financière et que si le gouvernement pouvait partager cette stabilité financière avec les finances locales en allant de 4% à 5-6%, 7%, et puis dans 2 ans, si on peut atteindre les 10% par exemple, d'abord, on sera parmi les bons élèves au niveau de l'UEMOA. Ensuite, les retombées seront énormes parce que si vous prenez aujourd'hui les communes, il n'y a pas meilleur canal que les collectivités territoriales pour redistribuer les fruits de la croissance. Parce que si vous mettez 45 milliards, 100 milliards au niveau des fonds FADEC, ça veut dire que vous êtes sûr que les 77 communes vont recevoir dans les 500 millions 1 milliard. Ouais. Donc, à partir de ce moment, il y a une commande publique locale qui va permettre aux entreprises qui sont dans la commune de trouver de marché et de créer de la richesse. Ouais. Donc, les fonds FADEC, pour moi, c'est vraiment un mécanisme pour redistribuer les fruits de la croissance au niveau local. Mais à ce niveau, on parle
FADEC affecté, non affecté. Oui, il y a, je ne suis pas spécialiste des finances locales. Oui. Il y a un secrétaire permanent de la CONAFIL qui s'y connaît bien. Il y a des FADEC investissement, FADEC fonctionnement, FADEC affecté, FADEC non affecté, FADEC agriculture. Et c'est bien, c'est-à-dire ceux qui ont conçu ce fonds-là ont eu du génie. Parce qu'aujourd'hui, on a un fonds avec des guichets qui permettent d'alimenter les 77 communes. Et le fonds est doté de mécanismes pour suivre l'amélioration des finances locales. Et ça, ce n'est pas juste un guichet qui distribue et qui ne regarde pas. Il y a des critères de performance qui sont mis en œuvre. Et donc, aujourd'hui, il y a une saine émulation au niveau des collectivités territoriales grâce au fonds FADEC qu'il faudra, si c'est le souhait du gouvernement, maintenir et renforcer. Pourquoi pas augmenter la cagnotte? Oui, augmenter. C'est vrai que certains pays, comme le Bénin, je crois, dans le cadre du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, ont clairement exprimé leur envie d'indexer le taux de transfert sur les recettes budgétaires de l'État. Donc, ce n'est pas la totalité du budget général de l'État qu'on prend pour calculer le taux de transfert. Okay. Au Bénin, je crois qu'on prend les recettes intérieures de l'État, peut-être plus la contribution des partenaires techniques et financiers, parce qu'il y a des partenaires qui ont souhaité mettre des ressources directement dans les fonds FADEC. Okay. Alors, Monsieur Kenevo, tout à l'heure, vous expliquez un peu les atouts qu'on cadre moins sur cette mandature pour pouvoir mener à bien ces activités. Mais il y a un mot que vous avez utilisé, la planification. Oui. Mais si on ne le fait pas bien, rien ne marchera, justement. Oui. Vous savez, la manière dont les communes ont organisé leur planification jusqu'à ce jour n'est même pas légale. Ah oui. Parce que la loi est claire. Que dit la loi par rapport à cela? La loi dit qu'il faut mettre en place des outils de planification qui ont été cités normalement. Il y a 4 ou 5 outils qu'on doit mettre en place. Mais ce qui a été fait pendant ces 17 ans, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle le plan de développement économique et social, et on a appelé ça plan de développement communal. Et donc, les outils comme les schémas directeurs d'aménagement communal, quelques communes ont fait ça, mais est-ce que c'est fait dans l'esprit qui a indiqué les plans d'occupation du sol? Vous savez, si vous voulez faire le développement, il faut que vous régliez la question de l'affectation, de l'occupation du sol. Si vous prenez la ville de Cotonou, c'est le mauvais élève en matière de plan d'occupation du sol. Parce que la ville de Cotonou, pendant longtemps, n'a pas eu un schéma directeur d'aménagement communal digne de ce nom. Et donc, l'idée du législateur, c'est d'amener les communes à poser les bases de leur développement à travers une bonne planification. Et périodiquement, on peut renouveler ces outils-là. On peut, surtout le plan de développement économique et social. Mais la planification qui a été opérée depuis 2003 et impulsée par certains partenaires qui avaient financé les premiers plans de développement communal, ces partenaires-là ont mis l'accent sur le plan de développement économique et social. Et du coup, tout le monde a répété ça et les préfets ont approuvé les plans comme ça. Il faut revenir. Vous savez, j'ai parlé tantôt de l'agenda spatial. Oui. L'agenda spatial doit avoir des déclinaisons au niveau d'abord des régions de développement, des territoires de développement, excusez-moi, et au niveau de chaque commune. Parce que si le gouvernement donne une vocation à une commune, à un ensemble de territoires dont fait partie une commune, il faut que cette commune-là puisse rentrer dans cette dynamique. Donc, il faut repenser la planification locale et
donner au PDC tout son contenu. Ça, je pense que c'est le premier défi des collectivités territoriales de la 4e mandature. Lorsque vous finissez d'avoir un plan de développement communal digne de ce nom, avec tous les outils, STAC, et plan de développement économique et social, plan d'occupation des sols, plan de lotissement et d'affectation de l'espace urbain, etc. Je n'ai pas les intitulés exactement en tête. Si vous faites ça, vous passez maintenant à la promotion de l'économie. Parce que si la décentralisation ne se donne pas un contenu économique, ça n'aura plus d'intérêt aux gens, pour les citoyens. Parce que ce que les citoyens veulent, c'est non seulement des infrastructures socio-communautaires, ce que les communes s'évertuent avec l'État et les partenaires à développer au Bénin, à mettre en place. Vous allez dans les brousses, vous verrez des salles de classe, des hôpitaux, des points d'eau, etc. Mais il y a le pouvoir d'achat. Parce que il y a quelques années, les gens ont dit ici, on ne mange pas les pavés. Exactement. C'est vrai, on ne mange pas les pavés, mais les pavés contribuent à nous donner à manger. Parce qu'on peut marcher rapidement. On peut aller plus vite, j'allais dire. Plus vite, faire transporter les marchandises, les biens, fournir rapidement les services, parce que le développement passe par la route du développement, passe par le développement de la route. Exactement. C'est ce que les ingénieurs des ponts et chaussées disent. Donc, c'est important. Mais en même temps qu'on met en place ces infrastructures, il faut aider le panier de la ménagère. Il faut renforcer le pouvoir d'achat. Il faut que les gens trouvent du travail là où ils vivent. Il ne faut pas que dès que quelqu'un a le bac, vient étudier à Cotonou, il ne rentre plus chez lui et qu'il s'installe à Cotonou, créant les zones rurales. Exactement. Et donc, pour faire cela, il faut que les maires puissent, après avoir fait une bonne planification, il faut qu'ils travaillent à regarder. Ils peuvent commettre des experts qui vont regarder les activités économiques qui peuvent marcher, les potentialités, les ressources dont regorge la commune. Ouais. Et donc, ils font une étude claire et sur la base de la planification correctement faite, ils mettent en place des projets pour accompagner. Aujourd'hui... Vous voulez dire qu'au normalement, ces 77 communes dont on a installé les conseils communaux devraient faire cela? Oui, parce que... Avant toute activité? Oui, c'est la base même. Et c'est de ça que, ensemble avec la planification, ils vont sortir la prochaine génération du plan de développement communal. Et donc, si ce travail-là est fait et que le rôle du secteur privé est reconnu, si le conseil communal met en place des incitations pour l'activité économique. Parce que les gens viennent s'installer dans leur commune. Dans leur commune, parce que le schéma d'aménagement, le schéma directeur existe et les choses sont claires. On sait là où on veut faire des fermes, là où on veut mettre des résidences, là où on veut mettre des industries, là où... Et on sécurise le sol. À partir de ce moment, c'est curieux que ce soit les communes qui ont besoin de sécuriser leur foncier, que ce soit les autorités locales qui rédigent des lettres d'attribution de parcelles, etc. Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux du développement. Et c'est dans les communes. Parce que aujourd'hui, il y a une planification. Le gouvernement a fait des options de développement économique. Et ces options-là, selon la situation géographique de chaque commune, a des implications. Ces options ont des implications. Il faut qu'il y ait des arrimages. Au niveau de chaque collectivité territoriale locale, qu'on doit aujourd'hui apprécier comme un territoire à développer. Donc, à partir de cet instant, il faut vraiment travailler. Ce travail qui le fait, c'est le maire. Le maire et tout le conseil. Et tout le conseil. Il a l'administration locale. Donc, lorsque vous faites ça... Il peut engager quand même des experts. Des experts, voilà. Oui, pour l'accompagner. Lorsque vous faites un travail comme ça,
quelle que soit l'équipe qui vient, les signaux sont tracés. Et tout le monde va marcher dedans. On marche dedans. Le secteur privé vient, tout est là, et selon l'investissement, on l'oriente. Et c'est comme ça que nos communes peuvent aller chercher ces fonds de solidarité internationale, ces fonds de développement municipal qui existent et qu'on n'a pas au Bénin véritablement. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait avec le secteur privé pour que, si c'est l'élevage, l'agriculture et la pêche, qu'on puisse avoir des produits manufacturés à partir de nos territoires. Mais pourquoi pas ne pas dire même que chaque commune peut aussi se spécialiser dans une spéculation, voilà, son label, voilà. On parle de fromage. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'Alada, on sait que c'est ananas là-bas. Oui. Donc, on peut prendre d'autres communes où on dit la mangue, voilà. On peut industrialiser ces fruits-là, on peut labelliser et il peut y avoir une agence communale de certification qui labellise ces produits-là. Et donc, lorsque vous consommez, l'appellation est protégée et c'est fiable. À partir de ce moment, les gens vont acheter. Oui. On reproche aux Béninois de ne pas consommer local parce que ce n'est pas toujours fiable. Lorsque c'est fiable et que tu sais que c'est à côté que c'est fabriqué, c'est mieux que d'aller consommer quelque chose qu'on a importé par fret. Est-ce que c'est la fiabilité qui repousse les Béninois, mais c'est parce qu'on est beaucoup plus tourné vers l'extérieur? Non, il faut que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon, mais il faut convaincre le consommateur que ce qui est fait à proximité est non seulement meilleur, mais moins cher. Parce que si vous n'arrivez pas à les convaincre, ça veut dire qu'il y a un problème. Mm-hmm. Et si on organisait bien l'économie locale et que on faisait des visites guidées aux professionnels des médias pour montrer, vous savez, les fromages en France, les gens font des reportages pour montrer comment c'est conservé, etc. Exactement. Le vin, pourquoi le vin français est si apprécié? Parce qu'il y a des appellations protégées, etc. On peut faire ça. Le gari qui n'existe pas pratiquement en dehors du Bénin, du Togo et du Nigeria, ce gari-là peut faire la fortune d'une commune. Tout à fait. Donc, il faut travailler à ce qu'il y ait une économie locale. Parce que si vous regardez, moi, j'ai toujours été impressionné par le modèle allemand et suisse de développement. Vous allez dans n'importe quelle localité, vous avez tout. Donc, du coup, vous n'avez pas envie d'aller à Cotonou avant d'être à l'aise. À l'aise, voilà, vous êtes à l'aise dans votre localité. Ouais. Et ça, on peut le faire dans un partenariat qui est synchronisé au niveau des 77 communes et arrimé à la vision de développement du gouvernement. Ça veut dire qu'on peut même à l'interne faire ce développement interchangé entre ces communes, au lieu de vouloir nécessairement se tourner vers l'extérieur. C'est ça. La coopération sud-sud. Entre nous ici d'abord, et ça c'est l'intercommunalité. Oui. Et vous prenez la commune de Parakou par exemple. Parakou est une ville carrefour où on peut avoir de gros marchés qui vont faire déplacer les gens du Niger, du Burkina, du Togo, du Nord Togo, etc. Et qui va permettre de centraliser les grandes productions du Nord. Et à partir de Parakou, on redistribue ce qui va venir dans l'intérieur de le reste du Bénin et ce qui va aller dans ces pays voisins. On peut mettre un dispositif de transport adéquat à Parakou. Parce que, regardez, pendant les 2 derniers mois, dans le cadre de cette pandémie-là, il semble que tous les pays qui nous entourent avaient fermé les aéroports. Et donc, du coup, tous ceux qui, j'ai un ami, un expert qui n'a pas pu se rendre chez lui, sauf s'il passait par le Bénin. Et donc, on a pu voir quand même que
la qualité de nos routes, tout cela a été apprécié parce que quitter Cotonou un matin et être déjà le soir à la frontière du Burkina, c'est quand même appréciable. Appréciable, tout à fait. Plus tard, on peut ajouter le train, tout ça là. Mais aujourd'hui, il y a des communes à forte potentialité économique qu'il faut travailler à développer. Alors, M. Franck Hennevan me dit que le temps est déjà très avancé. On ira plus rapidement. C'est quoi les autres défis que doivent relever ces élus de la 4e mandature? Alors, le défi qui me vient à l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance démocratique. C'est-à-dire? Une gouvernance démocratique, c'est à la fois interroger les procédures de mise en œuvre des politiques publiques au niveau communal, c'est interroger comment les citoyens adhèrent à ces politiques et comment les citoyens participent à cette transformation de leur vie. Parlant des citoyens, on parle de contributions, taxes, impôts. Comment stimuler ces populations à payer aisément ces impôts, ces taxes, pour contribuer au développement de la localité? Vous savez, lorsque vous mettez en place un cadre, parce que quand on parle de démocratie locale, il y a un pan important qui concerne l'implication des citoyens dans la prise de décision. Si nous prenons ensemble la décision d'implanter une infrastructure donnée, vous verrez que les citoyens sont mieux enclins à payer leurs impôts. Vous savez, le budget participatif qui a été expérimenté au départ en Amérique latine a fait des merveilles partout où ce budget-là a été expérimenté. C'est quoi le budget participatif? On permet à la population d'intervenir dans l'affectation d'une partie des ressources budgétaires de la commune. Et ça veut dire que, surtout en matière d'investissement, lorsqu'on dégage les fonds de fonctionnement et qu'on vient maintenant à la phase des investissements, il y a ce dispositif embryonnaire ici. Il y a des communes où, avant de faire le plan annuel d'investissement, le maire sillonne les arrondissements pour recueillir les attentes. Mais ce n'est pas bien structuré. Dans le cadre du budget participatif, c'est bien structuré et on sait clairement que dans cette localité, il y a un comité du budget participatif qu'on interroge et avant de finaliser, les citoyens de tous les arrondissements se retrouvent et ils font un arbitrage. Et ils arrivent même à dire au conseil municipal, nous sommes d'accord pour que vous puissiez augmenter les impôts locaux de tel pourcentage. Parce que justement, celui qui veut une garderie à proximité, on a pris en compte sa garderie. Celui qui veut un centre de santé, on a pris en compte son centre de santé. Celui qui veut qu'on puisse aménager un terrain de foot pour ses enfants, on a pris en compte cela. Et donc, les gens savent que dans la contribution fiscale que je donne, il y a des comptes-parties. C'est vrai que les fiscalistes disent que l'impôt est sans compte-partie, mais au niveau local, il faut expliquer aux gens ce qu'on fait avec leurs ressources. Il faut les impliquer dans les procédures. Il y a des dispositifs dans certains pays où c'est les entreprises de la commune qui sont prioritaires. Et on a mis en place des allègements de procédures pour que les micro-entreprises, et cette expérience existe actuellement au Bénin dans le cadre du programme de développement des infrastructures économiques marchandes de la coopération suisse, où on fait des facilités à de micro-entreprises parce que, vous savez, si c'est l'école de ma communauté, je mets un soin particulier à la construire. Et donc, tous ces schémas-là, je sais qu'au niveau du ministère de la décentralisation, il y a des cadres intégrateurs, il y a un travail sur le budget participatif, tout ça là. Donc, c'est pour ça que je dis que la 4e mandature, c'est vraiment venu dans un contexte favorable.
Alors, monsieur Kenevo, il y a une question que je dois vous poser. Les gens me l'ont demandé de vous la poser. Voici la question. Les élus de cette quatrième mandature, les maires, j'allais dire, ils ont été élus, mais ils ont été désignés. La loi parle de désignation et d'élection. Il y a désignation lorsque un parti politique obtient la majorité de 40% ou plus et donc est habilité par les électeurs à gérer seul la commune. Deuxième possibilité de désignation, c'est que 2 ou plusieurs partis politiques s'entendent et obtiennent la majorité absolue des sièges au niveau du conseil communal, c'est-à-dire moitié plus 1. Ouais. La loi leur reconnaît le droit de désigner directement le maire et ses adjoints et les chefs d'arrondissement. Mais la troisième possibilité, c'est que aucun parti n'a pu avoir la majorité absolue et aucun groupe de partis n'a pu s'entendre pour signer un accord de gouvernance communale. Et là, on va aux élections. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce soit dans le cadre d'une élection ou d'une désignation, ce ne sont pas des maires nommés. Okay. Lorsque vous rencontrez un maire nommé, on n'est plus en décentralisation. Ah oui. Oui. Et ce n'est pas le cas au Bénin? Non, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas nommés. D'abord, ils ont été élus au niveau du suffrage universel de la population. Ensuite, leur parti politique, c'est-à-dire la liste qui leur a permis d'être élus, s'entend pour désigner en leur sein. Parce que quand on parle de nomination, c'est qu'on peut prendre quelqu'un qui n'a pas été élu à la base. Oui. Maintenant, je pense que ce dispositif doit être transitoire. C'est un dispositif qui va permettre aux partis politiques de prendre la main. Et après, on n'aura plus besoin de ça. Ce qui a conduit à ça, c'est l'indiscipline au niveau de certains, l'indiscipline partisane au niveau de certains élus. Ok, d'accord. Alors, donc, si on prend par exemple le cas de Parakou, on dit qu'il y a une validation d'un siège. Comment cela va se passer concrètement? À Parakou, on a toutes les options sont possibles. Ouais. Premièrement, il y a FCBE qui a la moitié, donc il lui manque un siège. Ouais. Donc FCBE peut s'allier avec BR ou UP. Deuxièmement, on peut assister à ce que j'appelle un triumvirat. BR, UP et FCBE s'entendent et signent un accord de gouvernance communale. Et troisièmement, on peut assister à une élection, ce qui donne tout son sens à la décentralisation. Parce que j'ai dit tantôt que le mécanisme de désignation doit être transitoire. Parce que si vous regardez l'esprit et la lettre de l'article 151 nouveau de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. C'est vrai, on a ajouté dans les conditions prévues par la loi, mais si je m'en tiens au premier alinéa, il est intéressant qu'on trouve des mécanismes ratifiés par le conseil communal ou municipal. Donc, je pense que au bout de quelques mandatures, les partis politiques seraient renforcés, la discipline partisane serait là, et on aurait aussi une culture de la démocratie. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui a conduit à cette disposition légale, c'est qu'à un moment donné, les gens n'ont pas eu la culture de la démocratie. Merci beaucoup, M. Franck Kenevo. Je rappelle que vous êtes un expert en décentralisation. Avec vous, on a fait le bilan des 3 premières mandatures de la décentralisation. On a parlé aussi des défis qui attendent la 4e mandature. On a aussi parlé de quelques exemples précis pour donner la précision à nos chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission et bonsoir chez vous.